Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis Léa Audrin, coach et formatrice en transition de carrière et mon but est de vous aider à déclencher votre tilt et naviguer entre les différentes phases de votre vie pro pour vous y épanouir pleinement. Un tilt, c'est une prise de conscience, un déclic grâce auquel un nouveau monde des possibles professionnels s'ouvre. Je vous partage des épisodes solo ou des interviews, au sein desquels je décortique des sujets autour de 3 thématiques clés. La transition professionnelle, la carrière et le futur du travail. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, @le.tilt, sur LinkedIn et bien sûr rejoindre ma newsletter pour accéder à davantage de contenu concret, pour impulser du changement dans votre vie pro et découvrir mes offres d'accompagnement. Pour ce faire, cliquez sur le lien en description de l'épisode. Je vous laisse avec ma conversation du jour. Bonne écoute! Aujourd'hui sort le premier épisode du Tilt de 2026 et je ne pouvais pas commencer l'année comme si de rien n'était. 2025 a été mouvementé et a mis à rude épreuve bon nombre d'entreprises et de travailleurs. Je voulais donc vous revenir avec un épisode autour de cette question centrale: comment va vraiment le marché du travail ? Entre ralentissement économique, incertitude politique, tensions géopolitiques, climat social compliqué, conséquences du Covid toujours présentes et transformation accélérée du travail, il est certain que la période est inédite et challengeante pour tout le monde. Il me semblait donc important de vous partager un épisode qui nous permettrait à tous de mieux comprendre les enjeux de cette époque singulière que nous traversons. Pour cela, j'ai invité Reynald Signolet à mon micro, responsable du Market Lab de Manpower Group, une cellule d'intelligence économique dédiée à l'analyse du marché de l'emploi. Nous décryptons ensemble ce qui pèse sur le marché en ce début 2026 et ce que cela implique côté entreprise comme côté talent. On parle également des éléments positifs et stables de la conjoncture qui sont importants à connaître également et qui sont un petit peu plus réjouissants. L'objectif de notre échange est simple, vous apporter des repères clairs, des tendances lisibles, des chiffres issus de sources fiables et un regard constructif sur ce que cette période exige quand on recrute ou quand on cherche un emploi. Cet épisode est réalisé en partenariat rémunéré avec Manpower Group, acteur majeur de l'emploi depuis plus de 70 ans, qui accompagne talents et entreprises face aux grands bouleversements du travail. À travers ces 3 marques, Manpower, Experis et Talent Solutions, le groupe agit concrètement sur les enjeux de compétences, de formation et de carrière en France et à l'international. C'est une triple expertise cruciale et cohérente dans la période de grands changements que nous traversons. Une conviction guide le groupe. Un emploi valorisant et durable peut réellement changer le monde. Et ça, moi aussi, j'en suis convaincue. Cette discussion avec Reynald est dense et sans langue de bois. Elle est utile et importante pour toutes celles et ceux qui ne veulent pas céder aux sirènes de la panique et adapter leur posture en ces temps incertains. Bonne écoute! Bonjour Reynald. Bonjour Léa. Bienvenue sur le Tilt. Merci beaucoup. Je suis ravie de t'accueillir à mon micro aujourd'hui. Ensemble, on va adresser une question qui taraude bon nombre de personnes sur le marché de l'emploi et bon nombre d'entreprises. C'est comment va vraiment le marché de l'emploi ? Alors, pour adresser cette question très très importante pour 2026, je me suis dit que tu étais le bon profil puisque tu es le responsable du Market Lab de Manpower Group. Alors, derrière tout ça, il y a une cellule d'intelligence économique. Et donc, tu vas nous parler de ce que c'est, de quelles sont les responsabilités d'une telle cellule au sein d'une entreprise comme Manpower Group. Mais avant de nous parler de ça, est-ce que tu peux te présenter sans parler de ton travail, s'il te plaît ? Alors, me présenter sans parler de mon travail, je peux te dire que j'ai 52 ans, j'ai 2 filles merveilleuses qui ont 26 et 11 ans. Je suis passionné par plein de choses, particulièrement la musique, depuis toujours, aussi bien pour écouter, pour pratiquer ou pour composer. Je suis curieux de beaucoup de choses en général, que ce soit la culture, l'histoire, la cosmologie, j'aime beaucoup l'idée de découvrir
J'ai grandi avec ma mère qui avait toujours un dictionnaire ouvert et je crois que j'ai gardé un petit peu ce plaisir d'apprendre et de découvrir. Et je suis très consommateur de podcasts aussi, donc je suis très content d'être avec toi. Ah. Que ce soit des podcasts sur la science, le sport, la musique, évidemment l'actu, mais voilà, j'écoute une bonne vingtaine de podcasts tous les jours et je suis très, très, très friand et très client. Waouh, quels sont tes podcasts préférés? Il y en a plein. J'ai pas de podcast préféré, mais vraiment des sujets très très variés et très divers. Évidemment, côté pro, des podcasts économiques et politiques. Et puis, ça peut être des podcasts sur le sport, sur la culture, voilà, plein de choses. Génial. Et alors, quel est ton rôle chez Manpower Group? Alors, au sein de Manpower Group, je suis effectivement responsable de l'intelligence économique. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en charge de la conjoncture économique et la connaissance marché pour le groupe, donc pour les 3 marques du groupe. C'est Manpower, Experis et Talent Solutions. Concrètement, en fait, je m'intéresse à tout ce que vivent les entreprises de toute taille, de tout secteur d'activité, à ce que vivent les talents, les salariés. Donc, c'est d'une richesse intellectuelle folle parce que voilà, il y a un sujet qui est très très vaste. Et le Market Lab, c'est effectivement une entité qu'on a créée il y a une dizaine d'années maintenant. C'était à la suite des conséquences de la crise de 2009 où on avait besoin d'avoir une meilleure maîtrise plus aboutie, plus rationnelle de l'environnement, une meilleure connaissance de ce qui se passait autour de nous. Non pas que ça nous a permis de prévoir, je sais pas, le Covid ou l'Ukraine, mais on a pu effectivement mieux comprendre l'impact de ces événements et pouvoir effectivement anticiper les perspectives sur nos marchés. Et depuis 3-4 ans, en fait, l'idée, c'était aussi de pouvoir développer cette expertise-là et la porter au sein de notre réseau d'agences. Donc, je fais des conférences sur la conjoncture économique, sur les tendances sur l'emploi, sur les tendances RH, tout ce que vivent les entreprises. L'objectif, c'est d'essayer de leur faire prendre un petit peu de hauteur avec une lecture un petit peu cohérente de la situation qui ne l'est pas toujours, je crois. Très intéressant. Bon, alors, du coup, effectivement, on se le disait en introduction, ton expertise tombe à pic pour notre question centrale aujourd'hui. 2025 a été extrêmement challengé, que ce soit du côté des talents ou du côté des entreprises. On a entendu beaucoup de choses. Un contexte économique très chahuté, Ouais. un contexte géopolitique qui est en train de drastiquement changer. Et du coup, pour qu'on comprenne justement de manière un peu plus macro ce qui se passe sur le marché de l'emploi, est-ce que tu peux nous dire quels sont les éléments qui influencent le marché du travail en ce début 2026? Évidemment, je pense que tu as raison, le contexte actuel le montre bien, la politique déjà en premier lieu. Déjà parce que c'est ce qui cadre l'évolution du marché du travail, c'est ce qui cadre le droit du travail, je pense, je sais pas moi, la fiscalité des entreprises, les aides à l'embauche et tout ce qu'on peut avoir. Et on va le voir d'ailleurs, dans les 15 prochains mois qui vont arriver, on va parler d'élections tout à l'heure, mais le contexte politique et la campagne qui va arriver et tous les sujets qui seront abordés, ça va être un vrai sujet. Et puis on a l'effet inverse actuellement, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, comme on a une instabilité politique qui joue à plein sur la fragilité du marché, sur l'incertitude, la prudence, l'attentisme, et on le retrouve partout. On voit que cette incertitude politique, elle joue beaucoup sur la prudence des ménages, qui épargnent à des niveaux records. On parle d'épargne de précaution et sur la prudence du côté des entreprises qui se disent, je sais pas ce qui va se passer, je sais pas si je vais avoir une fiscalité qui va arriver dans 3 mois. Donc, du coup, effectivement, on ralentit les investissements. Et c'est très, très marqué en ce moment et on le voit très, très bien. On peut aussi parler évidemment des géopolitiques. L'impact, il est évidemment direct. On prend l'exemple des droits de douane qu'on a connus il n'y a pas très très longtemps. On met des freins sur une partie du commerce international. De fait, effectivement, ça ralentit. Donc, ça impacte les entreprises. Donc, ça impacte le marché de l'emploi. Ça joue sur le prix de l'énergie, sur l'approvisionnement, voilà. Donc, en fait, il y a plein d'éléments comme ça, très macro, qui impactent directement le marché de l'emploi. Le contexte économique, évidemment, je dirais même par nature, un impact très structurant sur le marché de l'emploi parce qu'il soit porteur ou négatif, en fait, on voit bien qu'effectivement la santé économique impacte l'emploi. Si l'économie se porte bien, on va créer de la richesse, les entreprises vont investir et embaucher. On a un cercle vertueux qui se met en place. Évidemment, ça marche aussi dans l'autre sens. Alors, est-ce que tu saurais du coup nous dire s'il y a, je sais pas, peut-être un top 3 des choses qui fragilisent particulièrement le marché là, à l'instant T où on se parle en début 2026? Le premier, ce qui ressort vraiment beaucoup, c'est l'incertitude politique. Et on le voit même à travers des études quand on l'interroge. Même des PME, on pourrait dire une PME locale, elle est éloignée de ces problématiques-là. Aujourd'hui, on a quasiment les 2/3 des PME qui disent que l'instabilité politique leur impacte leur visibilité, parce qu'ils n'ont pas effectivement de visibilité sur leurs clients, sur leur marché, encore une fois, sur leur fiscalité. Donc l'instabilité politique, elle est très très forte. Il y a un espèce de climat de défiance et d'incertitude qui fait qu'on voit bien qu'on a aussi des indices de confiance qui sont plutôt ralentis, qui n'ont pas une croissance très très forte. Et puis effectivement, c'est aussi un cercle vicieux, c'est qu'effectivement ça s'entraîne et puis on a une espèce de méthode coût inversée où on a effectivement ce côté de dire les choses avancent pas effectivement et donc du coup on est dans un ralentissement et ça reprend pas alors qu'on aurait peut-être effectivement tous les ingrédients pour que ça reprenne. Est-ce que tu saurais nous en dire plus peut-être sur l'aspect social aussi de ce qui se passe en ce moment? Il y a un climat social qui est compliqué, qui est dense, qui est intense, qui est fragile.
Je pense qu'il y a un effet aussi de contrebalance du climat politique. Il y a une espèce de défiance aussi envers le pouvoir politique, et on le voit à travers tout ce qu'on a vécu, depuis 5-6 ans, même depuis les Gilets jaunes, depuis ce qui s'est passé après sur la restauration, les agriculteurs, la réforme des retraites. On le voit là encore tout récemment dans l'actu, même sur des sujets industriels, etc. Il y a effectivement une défiance parce qu'effectivement, il y a un climat qui est très compliqué, et il y a des problématiques qui sont assez compliquées à résoudre. Mmh. Il y a un mot, je trouve, qui décrit bien ça, c'est le mot polycrise. Ouais. Je crois que c'est Edgar Morin, un des Ouais. premiers à avoir théorisé ça, et le Lab RH en a beaucoup, beaucoup parlé ces derniers temps. Et c'est ça, en fait, que les gens et les entreprises ressentent, c'est cette intersection de problématiques qui viennent s'interconnecter Ouais, c'est ça. provoquer un contexte sur le marché de l'emploi assez complexe. Est-ce qu'au milieu de ces polycrises, il y a quand même des éléments qui amènent une certaine stabilité? Oui, parce qu'il y a quand même des points positifs. Il ne faut pas dresser un tableau très négatif. Effectivement, on parle de polycrise ou de permacrise, c'est-à-dire cette succession effectivement de crises très soudaines qu'on a vécues depuis le Covid d'une certaine manière, avec le Covid, l'inflation, l'Ukraine, le contexte politique depuis 1 an et demi, depuis la dissolution. Maintenant, il y a effectivement des indicateurs positifs économiques qui sont très très forts. Je pense à la sortie de l'inflation, qui a été un vrai caillou dans la chaussure des entreprises et des ménages pendant plus de 2 ans. Aujourd'hui, ça fait 1 an qu'on est vraiment sorti de cette spirale inflationniste. Donc, c'est un vrai point positif. On arrive quand même aussi à avoir une petite croissance qui est plus forte que l'Allemagne. Par exemple, l'Allemagne souffre beaucoup par son tissu industriel et a vécu des périodes de récession. Nous, on a une croissance qui est un petit peu plus élevée que ce qui était prévu. On a une petite croissance qui va peut-être arriver à 1%. C'est faible, mais c'est une petite croissance qui se stabilise. Donc, on arrive quand même à créer de l'emploi. On va le voir après, presque un trimestre sur 2. Donc, voilà, on a des indicateurs positifs aussi un petit peu, mais on sent qu'effectivement, on passe pas le cap pour reprendre une croissance pérenne et sereine. Et du coup, est-ce que cette période, elle est inédite? Ouais. Je pense que clairement, on est dans une période inédite. Déjà, effectivement, ce concept de polycrise ou de permacrise, il est assez inédit, parce qu'on n'a jamais connu ça quand on se repose dans le passé. Toutes les crises qu'on a connues historiques, c'était très unique, c'était très identifiable. Si tu te compares par rapport à la crise de 2009 qu'on a connue, qui avait un impact très très fort, aujourd'hui, effectivement, on est dans un cas très particulier. Aujourd'hui, on est à l'aspect politique. Mais le climat politique, déjà, quand on regarde un petit peu les choses, depuis 2017 et l'élection d'Emmanuel Macron, ça a mis fin à 60 ans de bipartisme en France. Donc ça a complètement changé le jeu politique en France. On est sorti d'un jeu assez simple de 2 partis qui s'alternaient à une 3e voie qui a impacté les 2 autres. Donc c'était compliqué. L'aspect sanitaire aussi, parce que le Covid, c'est pas si vieux. Ça fait 5 ans. Il y a 5 ans, on sortait d'un 2e ou d'un 3e confinement. Évidemment, les événements géopolitiques, on en a parlé, le réchauffement climatique. Donc on a tous ces aspects-là qui sont effectivement très multiples et très compliqués. En 2009, c'était une crise financière, ensuite économique, mais qui était très forte et très brutale, mais encore une fois, unique et identifiée. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qui avait déclenché cette crise de 2009? Ouais, c'était la crise des subprimes aux États-Unis. C'était effectivement ce financement un peu fou, un peu inconscient, et puis cette spirale du crédit et voilà, et qui a effectivement eu un impact très très fort aux États-Unis et qui s'est de fait effectivement répercuté sur tous les pays et sur l'Europe. Il y a eu un impact, par exemple aussi à l'époque, très fort sur l'augmentation du chômage, qu'on n'a pas eu aujourd'hui. Alors certes, parce qu'on a fait le quoi qu'il en coûte, on pourrait parler une heure de plus des 300 milliards, etc., et de ce que ça a coûté de l'endettement, mais tu vois que c'est très très différent. Et même sur le marché de l'emploi, parce que c'est notre sujet du jour, sur le marché de l'emploi, en 2009, la sortie de crise, c'était une manque de compétences. Aujourd'hui, on est plutôt sur une pénurie de talents. On n'est pas sur la même problématique et c'est pas les mêmes enjeux par rapport à ce qu'on a connu. Donc c'est pas la même forme de crise et c'est pas la même résultante quand on va sortir de la crise. Là, tu parlais de pénurie de talent, on va bien sûr y revenir plus tard. Je voudrais rebondir sur ce que tu disais sur le Covid. Ouais. Est-ce que le Covid a encore un impact sur la conjoncture actuelle? Parce que pour les gens, les individus, on a l'impression que c'est derrière nous, quoi. C'était il y a 5 ans, maintenant on en parle comme quelque chose qui est arrivé dans nos vies, mais il y a un moment. Mais est-ce que ça impacte toujours finalement le marché de l'emploi aujourd'hui en 2026? Alors, oh que oui. Effectivement, le Covid, c'est derrière nous pour l'aspect sanitaire, et tant mieux. Et puis voilà, il y a eu l'aspect effectivement sanitaire qui fait qu'effectivement on l'a intégré d'une certaine manière et qu'aujourd'hui il n'y a pas les risques sanitaires qu'il y a eu à une époque, mais d'un point de vue conjoncture économique, d'un point de vue emploi, d'un point de vue RH, tout ce qu'on vit aujourd'hui, oui, ça a eu un impact très fort encore aujourd'hui. Je parlais effectivement, il y a quelques jours, j'étais en conférence et je leur disais, on ne se souvient pas à quel point on avait un état de sidération, de violence de la situation, ne serait-ce que sur un angle purement économique. Il y a un chiffre que je trouve fou.
il y a 32% de l'économie française qui s'est arrêtée entre le premier jour du confinement, le 17 mars 2020, et le 31 mars. Donc en 2 semaines, la deuxième quinzaine de mars, à 32%, un tiers de l'économie française qui s'est complètement arrêtée. On n'avait jamais connu ça. Tu mets aussi en face de ça le fait qu'en avril 2020, activité partielle, 9 millions de salariés ont été en activité partielle. C'est presque un tiers de la population active. Donc, de fait, effectivement, il a fallu s'organiser, réagir. Les entreprises ont été très impactées par ça. Le Covid, ça a été un accélérateur pour certains aspects. On en parlera tout à l'heure sur des tendances RH, je pense au télétravail, à cet équilibre vie pro, vie perso qui pose aussi beaucoup de questions aujourd'hui. Ça a contribué à l'inflation d'une certaine manière, parce que ça a créé un désordre dans la reprise économique derrière, parce que quand ça a repris, effectivement, il y avait une envolée aussi des prix. Côté public, on a maintenu à flot des entreprises pour amortir ce choc. On a parlé du quoi qu'il en coûte, effectivement, qui a coûté très très cher. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'effectivement, au niveau économique, ça, c'est un impact aussi qui est important. Alors, c'est peut-être pas facile de le dire, mais c'est très vrai. C'est qu'en fait, on a maintenu à flot des entreprises, même plus que ce qui se serait passé sur un climat ou sur un contexte hors Covid. On est allé plus loin que sauver des entreprises qui auraient été impactées par le Covid, parce que l'enjeu était très fort de sauver l'emploi, pour sauver le pouvoir d'achat, pour in fine sauver la consommation qui est essentielle en fait dans l'économie française. Donc, quand on sort du Covid, on se retrouve avec un tissu qui est structurellement un peu plus faible qu'une période classique, où ce qui aussi, effectivement, on avait pardon pour le terme, mais laisser mourir naturellement des entreprises et puis avoir un turnover comme ça. Côté privé, côté entreprise, les PGE, les prêts garantis par l'État, à un moment, il faut les rembourser aussi. Donc, dans un contexte compliqué, quand on se prend l'inflation en même temps et qu'on a un ralentissement, c'est compliqué. Donc, on a des marges de manœuvre, de la prudence sur l'investissement. Voilà, c'est assez complexe. Et peut-être un dernier point sur le Covid aussi que je trouve très marquant. Regarde effectivement par exemple le télétravail. On a accéléré la mise en place du télétravail. S'il n'y avait pas eu le Covid, ça n'aurait pas été aussi rapide dans beaucoup d'entreprises, clairement. Parfois trop rapidement. Parce que c'était soudain et c'était effectivement nécessaire. Quand on essaye de revenir en arrière, même de réajuster, c'est compliqué. Et effectivement, ça crée une tendance qui est compliquée. Et quand on ressort de cette période, ce qui est flagrant quand on interroge aussi des salariés, c'est cet équilibre entre la vie pro et la vie perso. C'est vraiment l'enseignement, entre guillemets, individuel et collectif du Covid. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, quand on interroge les Français, 83% des Français disent que le Covid a changé leur regard sur cet équilibre vie pro, vie perso. Dans quel sens ? Dans un sens de rééquilibrer les choses, de faire attention à soi, de effectivement prendre aussi conscience que c'est aussi générationnel, mais pas que, parce que quand c'est 83%, c'est pas qu'une question de génération, mais de se dire qu'effectivement, le travail, c'est pas qu'une finalité, c'est aussi un moyen pour pouvoir faire quelque chose, que l'épanouissement, il est pas que là, ou en tout cas, quand on fait du travail, quand on travaille, il faut une quête de sens. Il faut donner du sens, effectivement, à ce qu'on produit. Il y a vraiment des attentes là-dessus qui sont de plus en plus fortes, et ça a un vrai impact aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que coûte aujourd'hui le quoi qu'il en coûte finalement, si on résume cette résumé, ça va être compliqué, mais en tout cas si on peut essayer de faire un espèce de mémo pour les gens qui nous écoutent, pour comprendre ce que coûte le quoi qu'il en coûte. Déjà, factuellement, d'un point de vue public, il coûte un endettement important. Encore une fois, moi, ce que j'explique souvent quand je fais des conférences, mon job, c'est pas de justifier, c'est d'expliquer. Donc, je suis pas là pour dire si c'était bien ou pas. Je suis pas là pour dire si le rythme de soudaineté, etc., et l'aide qui a été faite était bien ou pas, ou bien faite, peu importe. Ça, c'est pas mon côté. Moi, là, ce que j'essaie de comprendre, c'est les enjeux, effectivement, et pourquoi on l'a fait. Maintenant, effectivement, donc, il y a cet impact-là qu'on continue à garder et qu'on va garder parce qu'on a un endettement qui est très, très fort. Et puis, il y a effectivement l'impact au niveau des entreprises. Je te disais, on est sorti de ce contexte-là avec un tissu un petit peu plus faible, avec une croissance un peu moins forte. On a aussi l'impact sur les salariés. On voit tous, effectivement, autour de nous, des gens qui ont vécu une période difficile et qui voulaient un peu réajuster aussi le ressenti par rapport au Covid. Donc, il y a beaucoup d'impact et beaucoup de conséquences sur ce qu'on vit post-Covid, même si ça fait effectivement plus de 5 ans, bientôt 6, qu'on a vécu ça. Est-ce que tu saurais nous dire, du coup, comment est-ce que ça se traduit, ce contexte compliqué là qu'on vient d'expliciter dans les chiffres, par exemple, est-ce que tu aurais quelques éléments à nous partager sur la situation économique des entreprises pour mieux comprendre concrètement l'impact? Oui, clairement. Déjà, au global, et c'est assez cohérent, la situation économique, elle est en phase avec le contexte actuel, donc elle est ralentie. Donc effectivement, on est dans un contexte, encore une fois, même si on a des indicateurs positifs, parce que je ne veux pas avoir un tableau qui est trop noir, on a effectivement des indicateurs positifs qui montrent qu'on a une amélioration et qu'on sort d'une période compliquée. Maintenant, effectivement, on a une petite croissance qui est lente, on a une confiance en l'avenir, en la situation, encore une fois, ce contexte politique, économique, fiscal, environnemental, etc., qui reste faible et qui reste marqué.
Quand on regarde aussi les chefs d'entreprise, alors principalement effectivement sur les PME et sur les TPE, donc les petites structures, ils sont très prudents sur leurs décisions d'embauche et d'investissement parce que ça coûte très cher. Déjà, ça coûte très cher effectivement de recruter, ça coûte très cher de se planter sur un recrutement et Dieu sait qu'on le sait effectivement à Manpower Group. Mais c'est encore plus compliqué et l'enjeu est encore plus fort dans le contexte actuel parce que je ne sais pas si effectivement dans ma petite PME, si j'embauche demain, est-ce qu'effectivement l'embauche va être rentable? Est-ce qu'on va réussir à rentabiliser et à atteindre le niveau de croissance suffisant? Donc, on a toute cette tendance-là qui est très compliquée. Et on voit bien le point de rupture quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé. C'est il y a un an et un an et demi. Effectivement, c'est donc les élections européennes avec la dissolution dans la foulée. On a quand même eu 51 jours sans gouvernement. On n'avait jamais eu ce laps de temps. Donc, tu te retrouves avec quasiment 2 mois où on n'a pas forcément d'orientation politique. Donc, ça crée comme ça, effectivement, ce malaise qui est très compliqué. Sur la situation économique, on a des chiffres qui sont flagrants. Déjà, on le voit sur le nombre de faillites qui aujourd'hui est élevé. Il est très élevé, il est record. On n'a jamais encore eu ce point-là. On est encore supérieur à un niveau même pré-pandémique avant le Covid. Quand on regarde les chiffres de la Banque de France, il y a plus de 68 000 défaillances d'entreprises cumulées sur les 12 derniers mois à fin octobre, donc les derniers chiffres tout récents. C'est 15 000 de plus d'avant le Covid. 68 000, on était autour de 50, entre 45 et 50 000 habituellement. Tous secteurs confondus ? Ouais. Vraiment, quand on regarde effectivement les secteurs d'activité, il y en a très très peu qui sortent du lot, peut-être effectivement dans le service à la personne ou des choses comme ça, mais c'est des petites structures, donc ils ont aussi du mal. Et puis, comme les ménages ont plutôt tendance effectivement à réduire certains budgets, ils souffrent aussi de la même façon. Donc ça touche toutes les tailles, ça touche effectivement tous les secteurs d'activité, mais peut-être que les PME et les TPE sont plus exposées parce qu'elles ont moins les reins solides que les grands groupes. Il y a ça aussi, il y a la réalité effectivement de leur capacité financière, même si les grands groupes continuent à subir une pression financière qui reste importante. Donc dans ce contexte, effectivement, on a des difficultés, des freins à l'embauche, à l'investissement, et puis objectivement, ça se comprend, parce que, encore une fois, je ne sais pas si le gouvernement actuel il sera en place dans 3 mois ou dans 3 semaines, je ne sais pas si effectivement on aura une fiscalité qui va changer. Donc voilà, ça reste compliqué. Et du coup, c'est quoi l'impact sur le taux de chômage pour qu'on puisse Alors, le taux de chômage, c'est un vrai sujet qui est super intéressant, parce que c'est très révélateur, effectivement, du climat de l'emploi. On se souvient de l'inversion de la courbe du chômage, c'était il y a 10 ans, on avait une petite croissance, mais on avait du mal, effectivement, à retrouver ça dans les chiffres. Début 2024, c'est pas tout vieux, il y a presque 2 ans, on avait atteint le taux de chômage le plus faible depuis 40 ans. On était à 7,1% en France. Ça faisait depuis 1982 qu'on n'avait pas eu un taux de chômage aussi faible. Qu'est-ce qui expliquait ça à ce moment-là ? Il y a eu plein de choses. Il y a eu le fait qu'effectivement, sorti de Covid, on avait créé pas mal d'emplois. Il y avait aussi, d'un point de vue politique, il y avait la politique de l'offre de Macron qui, effectivement, depuis 2017, faisait un peu d'investissement et d'arrivée d'investissement étranger. Il y avait cette reprise économique qui faisait qu'on avait, en 2021, on a créé 800 000 emplois. En 2022, on a créé 300 000 emplois. On a battu des records qu'on n'avait jamais connus jusque-là. Donc ça a créé effectivement quelque chose de positif. Et puis le contexte actuel, ce ralentissement, cette incertitude, elle fait qu'aujourd'hui, on a une petite remontée du chômage. Mais finalement, encore une fois, c'est moins pire que ce qu'on avait pu anticiper. Il y a 1 an, on nous disait, on va reprendre un point, on va reprendre 1,5 point. Finalement, aujourd'hui, les derniers chiffres, c'est 7,7. Donc ça reste relativement maîtrisé. Et quand tu es à 7,7 sur une moyenne nationale, ça veut dire que localement, tu peux être à 5, à 4 sur des bassins d'emploi. Donc localement, on peut avoir encore des problématiques de plein emploi et de pénurie qui est très, très forte. Et du coup, le pendant de ça, on en est où en termes de création d'emplois ? Les créations d'emplois, la situation, c'est un petit peu compliqué parce que, encore une fois, je te dis, on est sorti du Covid, on a fait 4 années consécutives où on a créé beaucoup d'emplois. Alors, on en parle souvent aussi quand on regarde un petit peu le type d'emploi, c'est pas forcément l'emploi le plus pérenne. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Quand on parle de création d'emploi, en fait, on parle de quoi ? On parle de tout. On parle aussi bien effectivement de l'emploi CDI classique, historique, comme on peut l'imaginer, que de la personne qui va se créer un SIRET et qui va se mettre en freelance pour bosser chez elle, soit en complément de revenus, soit à la place. On sait aujourd'hui qu'en France, on a 1 million de personnes qui bossent aussi en freelance, soit en complément parce qu'effectivement c'est une volonté et un besoin financier, soit effectivement parce que c'est leur mode de fonctionnement. Donc et puis aussi, ça peut être une alternative. Moi, je sais que j'accompagne aussi beaucoup de gens dans ces moments de transition professionnelle. Et c'est vrai que quand il y a moins d'emplois disponibles, le passage par le freelance, l'indépendance peut aussi être un moyen de rebondir ou alors d'avoir une forme d'activité différente en attendant qu'il y ait une opportunité qui se décante quelque part. Absolument. On suit évidemment beaucoup, nous, dans notre groupe, parce qu'effectivement, toutes les formes d'emploi nous intéressent, mais que ce soit soit de l'emploi recrutement qui est plutôt ralenti, soit effectivement de l'intérim qui peut aussi être vecteur de flexibilité, ou effectivement ces notions de freelance, il y a pas mal de choses qui sont prises en compte. Maintenant, effectivement,
On ne va pas se cacher non plus derrière l'actualité, qui est pas forcément compliquée. On voit bien que d'un point de vue industriel, on a eu des annonces récentes, c'est compliqué. On estime qu'il y a quand même environ 250 000 emplois industriels qui sont menacés aujourd'hui à moyen et court terme. Donc, on est dans une situation, encore une fois, un petit peu entre deux eaux. On a des éléments de reprise, mais ça reste effectivement très fragile et compliqué. Tu parles de quoi quand tu parles des annonces industrielles récentes ? Je pense à Brandt, je pense à des choses comme ça, des grosses entreprises qui effectivement ont des difficultés. Est-ce que, tu parlais tout à l'heure du contexte aussi politique français précisément, qu'il va y avoir là en 2026 et 2027. Est-ce que les élections municipales de 2026, puis les présidentielles en 2027, ont déjà une influence aujourd'hui sur le marché de l'emploi ou auront une influence sur le marché de l'emploi ? C'est vrai qu'on va rentrer dans un cycle politique assez dense, assez fou. On a les élections municipales dans quelques mois, là début 2026. En 2027, on aura les élections présidentielles, donc les élections législatives dans la foulée. Donc on a un espèce d'impact très très fort. Alors oui, clairement, les élections peuvent avoir et vont avoir un impact sur le climat politique, évidemment, sur ce climat d'incertitude, sur l'économie, sur l'emploi, etc. Et on le voit historiquement, c'est toujours le cas. Maintenant, on est dans un contexte, encore une fois, très différent. J'ai une personne, il n'y a pas si longtemps, j'étais en déplacement à Rennes, et puis j'ai une personne qui, au premier rang, on parle de politique, et qui me dit, comme ça, qui lève la main, qui dit, heureusement qu'en avril 2027 ou qu'en mai 2027, après les présidentielles, les choses seront stabilisées, on y verra plus clair. Je suis pas convaincu que demain ou dans un an et demi, très vite, effectivement, on ait en tout cas un paysage politique qui se dégage de manière très, très uniforme et très claire. Donc, mais c'est un sujet intéressant. Quand tu regardes les deux élections, c'est deux élections très différentes. On a l'élection locale des municipales. Donc, ça veut dire que c'est l'investissement sur les publics, locaux, je pense au TP, je pense aux services urbains ou des choses comme ça. L'effet municipal, il est sectoriel et il est local. On n'a pas forcément les mêmes impacts potentiels qu'on peut avoir sur un choc national. Et puis l'aspect effectivement des élections présidentielles, on va avoir déjà effectivement un comportement assez marqué, c'est l'attentisme des décisions politiques, parce qu'effectivement on sait qu'on va avoir des élections, on sait qu'on va avoir aussi une période où on va avoir une incertitude sur ce qui va se passer, on va regarder les programmes, on va commencer à anticiper les choses, regarder un peu ce qui peut sortir. Nous on le fait effectivement chez nous, c'est d'analyser un petit peu les programmes pour se dire c'est quoi la perspective A, c'est quoi la perspective B, etc. Historiquement, les entreprises tendent à ralentir leur recrutement et les décisions d'investissement dans cette période-là, parce que c'est une période d'incertitude avant de savoir ce qui va se passer. Ou alors, on peut avoir l'effet inverse, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, nous, on est déjà dans cette période d'incertitude. C'est pas comme si on s'était sorti d'une période faste, qui fonctionne bien, effectivement, et qu'on rentrait dans une période, dans un cycle électoral. On est déjà dedans, donc ça peut être effectivement un petit peu compliqué, un petit peu différent. Ça peut effectivement peut-être avoir un effet inverse de dire, l'arrivée effectivement de l'élection présidentielle, peut-être qu'effectivement, je vais peut-être engager certaines dépenses ou investissements avant de voir ce qui peut se passer et qui peut changer la donne dans 18 mois. Chez vos clients que vous accompagnez chez Manpower Group, est-ce que le contexte politique revient beaucoup dans les inquiétudes ou les projections demandées pour pouvoir mieux prendre des décisions ? Pas encore. Non, pas encore. C'est encore assez loin, c'est encore assez distant. Alors, peut-être municipal un peu plus, mais comme c'est effectivement, encore une fois, c'est très local, donc on n'a pas la vision globale de la multiplicité des éléments locaux qui peuvent se passer. Pour la partie présidentielle, c'est encore un petit peu trop tôt, parce qu'effectivement, déjà, on n'a pas les orientations, on n'a pas les programmes et tout ça, donc il n'y a pas forcément matière à se projeter. Maintenant, c'est un sujet qui va arriver très vite, c'est un sujet très vite, parce que, encore une fois, d'un point de vue économique, d'un point de vue fiscal, d'un point de vue emploi, est-ce que si demain, j'ai effectivement, je prends un exemple bête, un grand favori qui va promettre une prime à l'embauche, etc., je vais attendre qu'il soit élu pour pouvoir effectivement embaucher, si je peux attendre 6 mois. Donc voilà, ça va jouer effectivement aussi en fonction de ce qui va sortir dans cette campagne présidentielle. Mais ça va être intense et ça va être intéressant, clairement. Ouais. On suivra ça de près, les promesses ou les orientations que les différents partis mettront sur la table. Là, on analyse la situation macro et son impact sur l'emploi, mais c'est vrai qu'en France, on a quand même une très grosse différence entre le marché de l'emploi parisien et le marché de l'emploi en province. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, janvier 2026, le marché de l'emploi il est différent entre Paris et la province ? C'est une bonne question. C'est pas si simple que ça, je pense, de répondre à cette question. On a des différences, clairement, comme tu le dis. Maintenant, c'est des différences qui sont principalement structurelles. Je ne suis pas sûr que la conjoncture soit différente en Paris ou en province, ou alors si elle est différente, c'est justement par la structure de l'emploi qui est différente.
À Paris, en tout cas en Île-de-France, on sait qu'on a plus d'emplois tertiaires par nature. On a des grosses structures avec des sièges sociaux, mais on a aussi beaucoup de commerces de détail. Donc, in fine, on a une moyenne qui n'est pas forcément très, très différente. Il y a un taux de chômage en région parisienne qui est plus faible parce qu'effectivement, on est plus sur des métiers tertiaires. Il y a peut-être un peu plus de turnover. Il y a effectivement des aspects comme ça. On a plus de diversité sur l'emploi, sur les métiers, sur les possibilités d'évolution. Il y a plus de concurrence. Il y a un niveau de salaire qui est un peu plus élevé, mais un coût de la vie qui est plus cher. Donc, c'est compliqué de comparer les deux. Je pense qu'effectivement, il y a un aspect qui est très structurel, encore une fois, c'est que si on a, et on l'a vu, qu'on avait un impact très industriel d'une crise industrielle, ça va impacter des bassins d'emploi industriels, des régions très industrielles. A contrario, effectivement, l'Île-de-France s'en sortira mieux, ou la région parisienne s'en sortira mieux. Donc, même en province, ce qu'il y a aussi, c'est qu'en province, ce qui est intéressant quand on regarde, c'est que c'est très... localement, c'est souvent très homogène, pardon. C'est très homogène et c'est très monosectoriel. C'est-à-dire qu'on va avoir effectivement un bassin d'emploi qui va être très logistique ou très industriel ou très automobile. Donc, si l'automobile, effectivement, a un impact très fort parce qu'il y a une rupture d'approvisionnement, parce qu'il y a une inflation, parce qu'il y a un problème sur le secteur d'activité, évidemment, le bassin d'emploi localement va être très impacté. Mais ça va se multiplier ou se noyer dans effectivement la globalité la multiplicité des bassins d'emploi. Je pose une question qui n'est pas précisément dans notre sujet, mais je pense que c'est important de le comprendre. Qu'est-ce qui fait qu'en France, on ait cette espèce de monopole à Paris, en Île-de-France, et en fait très peu de grosses capitales économiques ailleurs, en fait. Oui, il y a un aspect historique. Il y a un aspect historique de post-révolution, de centralisation en France. Et on a vu qu'effectivement, quand tu regardes dans le passé, d'un point de vue politique, quand on a essayé de faire de la décentralisation, c'était assez compliqué, c'est très compliqué. Donc on a effectivement, on a 3 très grandes villes en France, ce qui n'est pas non plus effectivement très différent d'autres pays. Tu prends un exercice qui est assez rigolo, c'est qu'on prend l'Angleterre. Je pense que personne n'est capable de donner les 5 premières villes d'Angleterre. On connaît du Londres, mais c'est quoi la deuxième ? Voilà. Pour autant, effectivement, il y a une activité économique qui est plus diffuse. À Paris, c'est très centralisé. C'est un aspect, je pense, très historique et très culturel. Donc, effectivement, et puis une fois que tu as ça, une fois que tu as la jambe gauche historique et la jambe droite culturelle, c'est compliqué de courir et d'avancer et de changer les choses. Tu parlais des 3 villes en France, là, c'est Paris ? Paris, Lyon, Marseille. Lyon-Marseille. Okay. Oui, effectivement, on sait qu'à Marseille et à Lyon, il y a des gros sites et des sièges sociaux et des choses comme ça. Mais effectivement, on reste effectivement sur quelque chose de très centralisé en France, plus qu'ailleurs, c'est vrai. Ok, merci beaucoup pour tous ces partages-là. Je trouve qu'on arrive à mieux cerner dans quelle dynamique on initie l'année. Je voulais parler avec toi d'une tendance RH que tu as soulignée tout à l'heure en introduction de la discussion. C'est celui de la pénurie des compétences et des talents. En fait, on parle de quoi concrètement quand on parle de ça ? C'est bien que tu poses la question, parce que c'est pas évident, effectivement, il y a des confusions, je pense, sur ces histoires de pénurie. Très concrètement, une pénurie de talent, une pénurie, c'est quoi ? Une pénurie, elle existe lorsque les entreprises n'arrivent pas à recruter les compétences dont elles ont besoin dans des conditions acceptables de délai, de coût et de qualité. Voilà, c'est un peu la définition assez claire. Donc ça veut dire que c'est pas seulement un chômage faible, c'est pas forcément un manque de diplômés, c'est juste un désajustement dans un cadrage très précis. C'est juste à un endroit précis, effectivement, où le tissu économique a besoin de certaines compétences qu'elle ne trouve pas, que ce soit géographique, sectoriel ou par métier. Et on a effectivement tous ces cas-là qui peuvent se cumuler. La pénurie, elle prend des formes différentes. De fait, d'abord on a la pénurie un peu, on va dire quantitative, c'est qu'on manque de volume, on manque de personnes sur certains métiers, je pense en particulier. Je pense à certains métiers industriels, et nous encore une fois on le voit très bien dans notre groupe, certains métiers qui ont eu peut-être effectivement une image négative assez récemment, et donc du coup on a moins de formation. Pour autant, c'est des gens qui, si demain sont en poste, trouveront du boulot sans problème. Je sais pas, je pense à des métiers de chaudronnier, de soudeur, de mécanicien, des métiers industriels, des métiers techniques. C'est même des chauffeurs routiers, même des gens comme ça. C'est des gens qui se font cruellement défaut et qui manquent effectivement parce qu'on a eu effectivement une vision un peu négative dans la formation, à tort. Et effectivement, du coup, aujourd'hui, on a un défaut sur ces métiers-là. Donc, elle est quantitative dans ces cas-là. Elle peut être aussi qualitative. C'est souvent le cas qualitatif. C'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, on a des candidats qui existent, mais qui n'ont pas forcément le bon niveau qui est attendu. Alors, c'est soit parce que les compétences peuvent évoluer, elles peuvent être obsolètes à cause de nouvelles technologies, donc il faut se former. C'est des choses, effectivement, qui sont intéressantes. Il faut prendre le train en marche. Je pense évidemment à l'IT, tous ces aspects-là, l'aspect ingénierie, la maintenance industrielle, la logistique aussi, qui devient aussi très technique. On n'est plus sur de la logistique où on porte des cartons. Maintenant, c'est effectivement des choses beaucoup, beaucoup plus évoluées. Ça peut être aussi géographique, ce qui explique
On a souvent la question aussi, on pose souvent la question quand je fais des conférences de dire pourquoi on a 3 millions de chômeurs et on a 3 millions de personnes qui cherchent un job et on a en même temps 3 millions d'entreprises qui ne trouvent pas de compétences. Mais ça, c'est un vrai sujet, parce que je pense qu'effectivement, c'est la question que beaucoup se posent. C'est les gens sont disponibles et qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à remplir les il y a un les mismatch. rôles, en fait. Il y a un mismatch, il y a un désajustement. C'est ce que je te disais sur la compétence, hein, concrètement sur la pénurie de talent. C'est qu'effectivement, il y a un désajustement entre ce qu'on produit, entre guillemets, comme compétences, qu'on forme. C'est un sujet d'éducation nationale, c'est un sujet d'enseignement supérieur, et puis effectivement ce dont on a besoin aujourd'hui, parce qu'effectivement on n'est pas forcément en phase à ce qui est attendu. Donc c'est aussi géographique, c'est qu'effectivement les bassins d'emploi, on n'a pas forcément des bassins qui sont attractifs, on n'a pas forcément une mobilité géographique qui est suffisamment forte pour se dire oui, je vais faire 200 km, je vais déménager pour aller chercher un job. C'est pas évident, donc c'est des points importants. Et puis tu as aussi un sujet d'attractivité. Tu as des entreprises aussi, et c'est un vrai point important. Je pense qu'effectivement, on insiste aussi beaucoup là-dessus, on en parle beaucoup. On peut avoir des entreprises ou des métiers qui n'attirent pas forcément les talents, donc il faut savoir les mettre en avant, il faut savoir raconter une histoire, il faut savoir jouer aussi sur l'image de l'entreprise, et c'est un point important, parce que ça permet d'aller plus loin, quoi. Ce que tu dis là, ça me rappelle une anecdote que j'ai vécue là il y a 2 semaines. J'étais à un cocktail après une conférence sur des sujets autour du futur du travail et je parlais avec quelqu'un d'une série d'épisodes que j'ai fait en début d'année dernière où j'ai interviewé des enfants d'une classe de CE2 sur leur vision du travail. Et donc, je parlais de ce que j'avais compris de leur imaginaire autour du travail, etc. Et il y a un monsieur qui fait de la prospective et qui travaille avec l'État sur le fait de pouvoir redorer un peu le blason des filières des ingénieurs agronomes. Et il disait, en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir justement parler de ces métiers à des enfants qui ont ces âges-là, en fait. Ouais. Parce qu'il faut qu'ils comprennent ce que c'est, que ça rentre aussi dans leur champ d'imaginaire, dans leur champ de quête de sens aussi, et qu'ils ont envie de donner à leur vie professionnelle. Et en fait, ce que tu dis, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a besoin aussi de comprendre, jeunes ou moins jeunes, mais quels sont les enjeux des différentes filières et de pouvoir donner ensuite accès aux formations, aux trajectoires qui vont faire que ces filières, en fait, elles vont être pourvues. Ouais, il faut apporter la connaissance de ce que sont les métiers le plus tôt. Il faut effectivement avoir des trajectoires et avoir de la visibilité. Il ne faut pas y aller par défaut. Et on a beaucoup ces sujets-là sur la formation et sur l'enseignement. C'est effectivement, je vais suivre une filière parce que c'est par défaut, parce que je ne sais pas quoi faire d'autre. Effectivement, je verrai à quoi ça me mène. Je ne dis pas que tout le monde doit savoir ce qu'il doit faire à 16 ans, mais c'est effectivement un enjeu très, très important. Ouais. Et effectivement, ça répondrait à ces tensions-là et à ces pénuries très importantes. Et est-ce que tu aurais des données à nous donner pour mieux comprendre cette tension sur la pénurie de compétences ? Alors, on peut le voir, on en parlera après tout à l'heure quand on regarde effectivement des indicateurs, je pense au taux de rotation, au turnover des entreprises. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'effectivement, il y a des indicateurs qui existent, qui sont beaucoup suivis dans les entreprises, qui permettent effectivement d'avoir cette mesure-là, cette tension-là. Je pense effectivement à l'indice de tension par métier, par exemple. Nous, on le suit beaucoup parce qu'effectivement, on identifie ne serait-ce que les 20 métiers les plus en tension en France, par bassin d'emploi, ce sont des zones différentes, c'est des enjeux différents. Concrètement, c'est le rapport. On publie une offre d'emploi, on regarde effectivement le nombre de candidats qui postulent, donc c'est le rapport entre le nombre d'offres et le nombre de candidats. Et ça te permet effectivement de savoir combien de candidats répondent par offre, et donc de se dire, en fonction des métiers, voilà effectivement le volume, entre guillemets, de compétences et de possibilités qu'on peut avoir sur des réponses-là. Tu peux regarder des délais de recrutement. Quand tu mets effectivement 3 mois ou 6 mois à recruter parce que tu ne trouves pas, parce qu'effectivement tu ajustes les choses, etc., c'est très révélateur aussi de la pénurie. Tu peux regarder effectivement cette notion de turnover, on en a parlé, on va revenir dessus, ou ce taux de rotation en fonction des entreprises. Je pense au nombre de formations, la pression sur les salaires aussi, c'est très révélateur aussi de la santé de l'emploi et donc de ce qui se passe par métier. Alors, selon vos données Manpower Group, il y a environ 15% des salariés qui changent d'emploi chaque année. Ça fait 1 personne sur 7, ça semble énorme. Et dans certains secteurs comme l'hôtellerie et la restauration, le turnover peut monter jusqu'à 50, voire 70%. Ça fait un mercato monstrueux chaque année. Dans quelle mesure cette mobilité permanente est vraiment conséquente, elle contribue à cette pénurie des compétences ? Ouais, c'est intéressant comme sujet. Tu vois, tu parles effectivement de l'hôtellerie-resto. L'hôtellerie-resto, c'est typiquement un secteur d'activité. Ce taux-là, il est aussi la conséquence du Covid. C'est aussi comment dire, c'est la queue de la comète, effectivement, de ce qu'on a vécu de manière très forte sur le Covid, que ce secteur-là a connu, avec des horaires qui peuvent être aussi difficiles, avec des conditions de travail qui sont difficiles. Donc, effectivement, il y a un turnover, il y a une rotation qui est très forte dans ce secteur d'activité. C'est 70% dans l'hôtellerie-resto, c'est plus de 50% dans le commerce de détail. À contrario, c'est 5-7% dans la banque-finance et surtout dans l'aspect travail de bureau, etc. Donc, ce sujet-là, il est intéressant. C'est de 15% aujourd'hui. Il y a des grandes différences
Voilà, par secteur d'activité, on l'a vu. Maintenant, il faut savoir que ce taux-là, il a quintuplé en 30 ans. Concrètement, il était 3% en 1995, donc on était sur un modèle très différent. 3%, c'est que tu as une personne sur 30 qui change de job chaque année. Aujourd'hui, comme tu dis, c'est 1 sur 7. Donc l'enjeu est quand même assez important. Et ce turnover-là, cette rotation-là, c'est à la fois un symptôme de la crise, c'est à la fois une symptôme et une cause en fait, de la crise et de ce qu'on vit aujourd'hui. On a plutôt tendance à imaginer qu'un turnover, c'est une résultante. Mais maintenant, le turnover, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça contribue aussi à la pénurie de compétences de façon directe et presque auto-entretenue, en fait, d'une certaine manière. Ce que je veux dire, c'est que le turnover, en fait, quand tu as une personne qui part de l'entreprise, le turnover fait sortir la compétence de l'entreprise plus vite qu'elle ne va rentrer. Parce que ça va être, quand la personne va partir, elle va partir entre 3 jours et 3 mois. La personne qui va arriver pour la remplacer, déjà avant de l'identifier, de la recruter, et qu'en plus qu'elle soit au même niveau d'autonomie, de compétences, de performance que la personne qui vient de partir, tu vas avoir, 6 mois, 9 mois, 1 an et demi en fonction des métiers et des choses très spécifiques. Donc, il y a un délai comme ça qui fait que, en fait, ça crée de fait une pénurie dans l'entreprise parce qu'on a perdu une compétence et qu'on l'a pas retrouvée. Même si on a quelqu'un, la personne qui arrive, elle n'a pas le niveau de compétence, donc le niveau attendu que la personne qui est partie. Le turnover, il casse aussi la transmission de compétences dans l'entreprise. C'est un espèce de cercle vicieux entre la pénurie et le turnover. Tu peux avoir des départs fréquents. Donc, de fait, effectivement, si tu as des départs fréquents, tu as moins de compétences disponibles dans l'entreprise. Donc, les personnes qui restent vont peut-être en prendre plus sur les épaules. Ça va créer aussi un stress, une tension, des gens qui pourront partir demain. Enfin, voilà, ça peut être aussi quelque chose de compliqué. Et puis, la pénurie, elle est collective. C'est pas seulement l'histoire d'une entreprise et de ce qui vit localement. C'est qu'en fait, il y a des pénuries par secteur d'activité. Parce qu'effectivement, des entreprises peuvent avoir besoin des mêmes compétences qui sont rares, des mêmes profils, entre des secteurs d'activité aussi. Je pense effectivement à des passerelles qu'il peut y avoir entre l'industrie, le transport, certains métiers du BTP, des choses comme ça. Donc, à l'échelle d'un marché, ça peut effectivement avoir un point important. C'est-à-dire concrètement, l'entreprise ne manque pas seulement de talent, mais elle perd la compétence. Elle perd plus de compétences qu'elle n'en construit. Et c'est là, de fait, effectivement, tu as un solde négatif. Il y a quand même quelque chose qui m'interroge dans ta réponse, c'est en fait les gens ils partent de l'entreprise, mais j'imagine qu'il y a des gens qui partent d'eux-mêmes pour de nouveaux horizons, etc. Mais il y a aussi des départs du fait de la conjoncture économique. Donc là, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire qui de la poule ou l'œuf fait que le turnover est là, en fait. Oui, tu as raison. On n'a pas effectivement de turnover subi ou de turnover volontaire où effectivement il n'y a pas cette vision-là. Je pense qu'effectivement le contexte actuel fait que quand tu as effectivement, on en a parlé tout à l'heure, 68 000 défaillances d'entreprise, de fait, tu as des plans de licenciement. Alors, c'est pas forcément du turnover parce que c'est pas au sein d'une même entreprise, mais tu as des PSE, tu as des choses comme ça. Donc, tu as effectivement des gens qui partent plus en volume plus important dans une période plus compliquée. Je voulais parler avec toi aussi de l'intelligence artificielle dans ce contexte-là de pénurie de compétences. Les chiffres du premier baromètre de l'IA appliquée au RH qui a été mené entre décembre 2024 et février 2025 auprès de 563 professionnels RH et prestataires soulignent que 49% des entreprises identifient le manque de compétences internes comme un frein majeur à l'adoption de l'IA et que 52% évoquent l'absence de stratégie claire pour faire évoluer leurs compétences. Alors, quand on met ces données en perspective, est-ce qu'on peut dire que la pénurie de compétences, c'est pas vraiment une absence de talent, comme ce qu'on disait tout à l'heure, parce que les talents, ils sont là, ils recherchent du boulot, mais c'est plutôt un décalage entre la vitesse à laquelle les métiers évoluent et la capacité des entreprises à faire évoluer ses compétences en interne. Je suis absolument d'accord, c'est clairement ça. C'est le problème, c'est pas uniquement il manque des profils sur le marché, mais c'est clairement, effectivement, on ne sait pas comment faire évoluer nos compétences. Et puis, le sujet de l'IA, il est super intéressant parce qu'effectivement, on a cette vision de se dire l'IA va changer les choses, va révolutionner les métiers. Évidemment, c'est une révolution très forte. Évidemment, c'est un train à prendre, etc. Maintenant, on a beaucoup d'entreprises et une majorité qui est en phase d'intégration de l'IA. On passe encore aujourd'hui beaucoup de temps à en gagner demain. On a l'impression qu'effectivement, on claque des doigts, on a un outil d'IA et qu'effectivement, on est performant et qu'on gagne en productivité. C'est pas le cas. Et puis, il y a un temps d'adaptation. Maintenant, effectivement, quand on compare les choses, on va dire avant IA ou depuis, avant, alors je vais essayer de pas être caricatural, mais on avait des métiers qui étaient relativement stables, qui évoluaient moins en tout cas, avec des cycles d'évolution, donc voilà, plutôt lents, une formation initiale qui était suffisante. Donc, la pénurie, elle venait parce que tu avais un problème, un défaut de main-d'œuvre disponible. C'était assez simpliste, par rapport à ça. Aujourd'hui,
Comme on a effectivement des métiers en pleine mutation, je pense à l'IA, mais pas seulement, sur pas mal de compétences hybrides qui évoluent. Moi, j'ai échangé très récemment avec un grand acteur du transport. Pour les chauffeurs et les agents de quai logistique, on en parlait beaucoup parce que c'est pas le même métier, entre guillemets, unique d'hier. J'ai récemment aussi échangé avec un grand acteur de la distribution. C'est pareil, quelqu'un qui bosse dans une grande surface, il a aussi une gestion de stock, il a aussi une adaptation à avoir très forte. Et demain, il aura une tablette pour être réactive, etc. Il y aura des outils d'IA qui vont l'aider à piloter un petit peu la prévision. Donc, on a de fait une obsolescence un petit peu accélérée des savoir-faire, parce qu'effectivement, il faut aller très, très vite. Donc, la pénurie, en fait, elle vient du rythme de la transformation, qui est très rapide, qui est très fort. Donc, il faut savoir, effectivement, y répondre et savoir aller. Et l'exemple de l'IA que tu donnes, il est très révélateur. C'est la révélation, justement, c'est pas la cause. La pénurie, elle est dynamique, il faut être fragile, il faut anticiper, il faut jouer sur la mobilité interne, il faut effectivement jouer sur la formation. Donc, il faut savoir rebondir là-dessus pour pouvoir en faire presque un avantage, ensuite derrière, un avantage compétitif. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré la PDG d'une PME française dans le domaine de la peinture pour le bâtiment. Et j'ai été frappée par le fait qu'en fait, eux n'avaient pas nécessairement pris le tournant du digital, en fait. Qu'est-ce que ça va être, l'IA, pour des TPE, PME qui fonctionnent, parce que c'est une entreprise qui a 250 salariés et qui a un chiffre d'affaires conséquent. Mais comment est-ce que cette nouvelle révolution va s'intégrer dans des entreprises qui, en fait, n'ont même pas encore intégré la révolution précédente? Il va falloir qu'elle prenne le train un petit peu en retard, en tout cas qu'elle rattrape le rythme. C'est différent d'un secteur à l'autre. Clairement, il y en a qui seront effectivement plus impactés que d'autres. Maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'on a encore des entreprises qui nous disent « j'ai pas pris le train de l'Internet et je m'en sers pas et j'en ai pas besoin ». Donc, c'est pas le cas. Donc, c'est une révolution effectivement qui va changer les choses. On a souvent cette image d'évolution des métiers, etc. Donc, encore une fois, c'est très différent d'un secteur d'activité à l'autre. Maintenant, effectivement, faut prendre ces outils-là pour pouvoir gagner en productivité et pas prendre du retard, surtout par rapport à ceux qui le prendront. Moi, je trouve que c'était intéressant de parler de ce sujet de l'IA parce que c'est un objet de fantasme et de peur très grand et de pouvoir mettre des mots sur ce qui se joue là-dessus est très important. Est-ce que tu aurais peut-être des chiffres à nous partager là-dessus ? Sur l'IA, on sait qu'effectivement, même globalement dans l'IT, sur ces aspects-là, je pense à l'IA, mais je pense aussi au cloud, je pense aussi à tout ce qui est data, etc. On sait que dans le monde, on va créer 150 millions d'emplois d'ici 2030. 150 millions d'emplois. Alors, oui, on va en détruire, on va en changer, on va en modifier, on va changer la structure. Tu sais, c'est la fameuse phrase, je ne sais pas si vous serez remplacé par l'IA, mais je sais que vous serez remplacé par une personne qui se servira de l'IA. Et ça, c'est super important. J'en avais discuté avec Sandrine. Mais c'est vraiment le point important. C'est effectivement de dire, de toute façon, mon métier, il va disparaître. Non, ton métier, il va disparaître si effectivement tu t'en sers pas. Par contre, si tu l'intègres effectivement et que tu t'en sers et que tu en fais un gain de productivité et que tu vas chercher des choses effectivement très fortes, voilà. Moi, j'ai un job où on est beaucoup sur la documentation, sur la recherche d'informations, sur des choses comme ça. On s'en sert tous les jours parce qu'effectivement, ça permet de gagner un temps fou, de multiplier les sources. Faut faire attention à ce qu'on en sort. Ça, c'est aussi un point important. On a aussi on en parle beaucoup aussi quand on parle de ça, on a aussi cette réserve. On sait qu'on a entre 20 et 25% de ce qui est produit par l'IA, parce que c'est auto-rentré, parce qu'effectivement, on ne contrôle pas forcément ce qui est dedans, qui sont des informations, soit qui sont erronées, soit qui sont obsolètes, soit qui sont fausses. Donc, il faut aussi regarder un petit peu ce qu'on en produit. Mais ouais, c'est un vrai levier important. C'est un vrai levier très, très important. Je voudrais rebondir sur une donnée que tu as partagée tout à l'heure, qui disait qu'il y a 30 ans, je crois que c'était le taux de turnover qui était drastiquement plus bas qu'aujourd'hui. Ça amène aussi une manière d'envisager le travail. On le sait, les générations qui arrivent sur le marché de l'emploi aujourd'hui, qui discutent avec des personnes seniors, je mets des gros guillemets à seniors parce que mais c'est vrai, le terme est à définir. Mais ils n'ont pas la même expérience de l'entreprise. Et donc, ça amène une cohabitation dans l'organisation avec des rapports au travail qui sont très différents. La Gen Z, elle arrive avec une vision positive, mais très exigeante de l'entreprise. Il y a une étude de Kantar de 2024 dont l'intitulé est « Ce que veulent les futurs diplômés en 2025 », qui nous dit que 83% des jeunes ont une perception positive de l'entreprise et 94%, c'est énorme, considèrent le travail comme une source d'épanouissement.
mais ils attendent en priorité du sens, de la mobilité, de la flexibilité et un cadre bienveillant. Et de l'autre côté, on a les seniors qui expriment davantage de fatigue et de désengagement dans ces mêmes organisations-là. Et d'ailleurs, il y a une étude de BVA 2025 qui s'intitule « Les salariés seniors et l'entreprise » qui souligne que 55% jugent le travail plus pénible et 50% de ces seniors disent y trouver moins d'intérêt. Et dernière data, 61% de ces mêmes seniors constatent une baisse du collectif et recherchent plus de stabilité. Alors là, on a beaucoup de chiffres effectivement qui mettent en perspective le fait que la vision de l'organisation et de l'évolution en son sein, elle est drastiquement différente en fonction des générations. Comment est-ce qu'on concilie ces dynamiques opposées dans une même organisation et comment est-ce que les RH s'en sortent avec ça ? Déjà, effectivement, comme tu le dis, c'est concilier les choses. Déjà, il ne faut surtout pas les opposer. C'est un point vraiment important. C'est deux dynamiques complémentaires, c'est deux sources de richesse différentes pour l'entreprise. La clé, c'est pas de choisir entre les deux, c'est effectivement de concevoir une organisation qui soit capable effectivement d'absorber un peu ces deux dynamiques-là, d'en faire quelque chose effectivement de complémentaire, parce qu'on a des profils qui sont très différents, hein, tu l'as bien dit. Déjà, ce qui est positif dans ta présentation sur la Gen Z, contrairement à ce qu'on entend souvent d'une génération un petit peu désabusée, etc., qui rejette pas mal de choses, voilà, c'est une perception positive de l'entreprise, c'est une volonté effectivement de faire des choses, donc c'est une génération qui est très dynamique. C'est une génération maintenant qui a déjà, faut aussi surprendre un petit peu de recul, c'est une génération qui a subi le Covid de plein fouet. Alors, tu vas me dire comme tout le monde, mais eux, ils étaient soit étudiants, soit ils arrivaient sur le marché de l'emploi. Donc, c'est pas forcément un environnement et un contexte et un sujet facile, effectivement, quand tu arrives là-dessus. Donc, c'est une génération qui arrive avec, effectivement, des exigences fortes. Je pense en termes de valeurs, de diversité, d'inclusion, d'équité, etc., avec en même temps un besoin d'hyper-personnalisation. Tu vois, c'est effectivement, c'est un peu la génération aussi des vidéos de 6 secondes, de se dire effectivement, hier, on avait des programmes de formation. Maintenant, non, moi, si je veux effectivement une formation qui va me concerner, ça va être par rapport à mon profil, par rapport au fait que je suis en télétravail les lundis et les mercredis, par rapport au fait que je bosse en face de telle personne. Il y a une hyper-personnalisation des attentes qui est très, très forte, qui est très marquée. Maintenant, cette génération-là, elle arrive effectivement avec des valeurs importantes, elle arrive avec une richesse très très forte. C'est 50% de la population active en 2030. Donc, de fait, c'est demain et on y est déjà. Aujourd'hui, c'est 25-28%, donc c'est un enjeu de savoir les intégrer de manière très très forte. Et si effectivement on pouvait avoir un a priori d'opposition entre une génération plutôt jeune, dynamique, et une génération plus mature, plus stable, plus collective, mais peut-être un petit peu fatiguée aussi, comme tu le dis, par le travail et l'intense, je crois qu'il faut que les deux se retrouvent en tout cas, les deux se retrouvent sur un point commun qui est la quête de sens et le besoin de sens. Et ça, je pense que c'est vraiment collectif. C'est aussi post-Covid, tu vois, on en parlait tout à l'heure, effectivement, de ce qu'on a gardé un peu de cet aspect-là. Il y a un besoin de respect et de considération des deux côtés. C'est effectivement, j'intègre quelque chose, je sais effectivement ce que je peux faire. Maintenant, la génération Z, oui, là où effectivement, tu as raison, ce qui est compliqué, c'est qu'on sait que c'est une génération qui peut aussi être instable dans l'entreprise. Quand on interroge effectivement cette génération-là, on sait que 50% nous dit pouvoir quitter son job dans les 6 mois. Donc, s'il n'y a pas effectivement l'attente, s'il n'y a pas la promesse tenue quand on va embaucher quelqu'un, etc., ou s'il y a une déception, on sait que la personne, on va vite la perdre. Donc, l'enjeu, il est encore plus fort. C'est pas tant effectivement de recruter, mais c'est de recruter et de fidéliser pour les garder. Parce que sinon, effectivement, on a la double peine. Donc, c'est vraiment très, très important. Donc, il faut créer des ponts, il faut effectivement des projets concrets et complémentaires. Je pense qu'une stratégie qui est gagnante, c'est ça, c'est une stratégie avec un socle commun, avec des parcours un petit peu complémentaires, des passerelles intergénérationnelles. Et effectivement, tu as raison, une RH qui voit ça de manière dynamique et globale, parce que les deux apportent quelque chose. Ouais, dans ce que tu dis aussi, je trouve que ce qui, je pense, peut-être aussi a un impact sur le fait que ces générations-là vivent le travail de manière très différente, c'est qu'en fait, la nature du contrat social entre l'employeur et l'employé, en 30 ans, elle a drastiquement évolué. Complètement. Et donc, la promesse faite quand les deux parties, l'entreprise et le collaborateur, se serrent la main, on ne se serre pas la main avec les mêmes promesses qu'il y a quelques dizaines d'années, en fait. Exactement. Mais tu sais, encore une fois, on me le dit souvent et on en parle souvent un peu d'historique. Cette histoire de génération et d'arrivée, moi, quand je suis arrivé sur le marché de l'emploi en génération X il y a 30 ans, j'avais un peu la même histoire aussi. On avait aussi un choc de génération. Peut-être pas pareil parce que c'est moins matérialisé, c'est moins hyper personnalisé, c'est moins digital, c'est moins évident. Mais il y avait aussi un choc de génération. Il y avait aussi un choc de génération avec d'arrivée par rapport à une génération déjà en place. Donc, on sait faire, il faut effectivement savoir les intégrer, il faut effectivement savoir en tenir compte, savoir prendre le positif. Et puis, c'est aussi aux deux aspects, à l'entreprise, à la génération Z, aux seniors aussi, d'ajuster et de dire « Ok, je prends l'aspect positif de ce que tu m'apportes. Maintenant, il y a une direction commune et il faut qu'il y ait un espèce de compromis aussi dans la direction commune. »
On aura un épisode sur justement cette question spécifique sur l'intergénérationnel qui va sortir très bientôt. Donc, on va creuser tout ça en profondeur. Je voulais, pour terminer notre échange, Reynald, te poser des questions sur les tendances pour 2026. Là, ça y est, le nouvel an est passé, tout le monde est de retour au bureau. Donc, quid de la suite? Qu'est-ce qui va se passer en 2026? Si tu devais donner 3 grandes tendances qui impacteront le marché de l'emploi cette année, ce serait quoi? 3, c'est même difficile. Hein. J'aurais pu t'en donner 5 ou 10, mais 3, effectivement, non. Parce que le contexte, effectivement, fait qu'il y a beaucoup de choses. Déjà, il y en a 2 que je vais fusionner, que je vais ramener ensemble. C'est effectivement, je parlerai des transformations à la fois digitales et environnementales. Parce que c'est des enjeux très forts, dont on travaille beaucoup dessus. On regarde effectivement beaucoup ces aspects-là. On est au début d'un cycle fou, d'un aspect très très fort. On sait qu'on a des attentes qui sont très importantes, aussi bien du côté effectivement de la transition écologique que de la transition digitale et de l'IA, on en a parlé par rapport à cette intégration-là. Alors comme j'ai beaucoup parlé de l'IA déjà, je vais parler un petit peu plus de transition écologique. Là aussi, encore un chiffre, hein, dans les études qu'on produit et dans tout ce qu'on met en ligne sur notre site, on sait qu'on a environ 30 millions d'emplois qui vont être créés dans le monde d'ici 2030 sur la transition écologique, ces fameux métiers verts ou verdissants. Un métier verdissant, c'est quoi? C'est un métier qui existe déjà, mais qui va intégrer des compétences environnementales et écologiques. Donc 30 millions d'emplois, là c'est pareil. Hein. Quand tu es 5 ans avant, sur des métiers qui n'existent pas, tu sais que tu les formeras pas d'ici 5 ans. Parce qu'on n'a pas un cycle suffisant, effectivement, pour former ces compétences-là. Donc, quand on interroge des entreprises, t'en as 90% qui disent ne pas avoir ces talents en poste, et même une majorité qui dit ne pas savoir où les chercher et comment, effectivement, les former et les intégrer. Donc, il y a un enjeu fou et très important, et on a un rôle là-dedans, effectivement, et on communique beaucoup sur cet aspect-là, parce qu'effectivement, il faut former des compétences, il faut répondre à ces attentes. On a une prise de conscience, effectivement, et les entreprises ont conscience qu'effectivement, elles vont devoir changer des choses par rapport à cet aspect-là. Et aujourd'hui, on est encore dans la phase de se dire, pour pouvoir intégrer, effectivement, il faut que je forme des personnes dont je ne sais même pas où les trouver. Donc ça, c'est un point très important. Une deuxième tendance que je vois et qui, encore une fois, qui reste assez majeure, c'est je dirais la flexibilité du travail. On parle d'emploi ce matin, flexibilité, l'hyper-hybridation du travail d'une certaine manière. Encore une fois, post-Covid. Déjà, en 2020, le taux d'occupation des bureaux a chuté de 90% dans le monde, ce qui est assez logique parce qu'effectivement, on a eu tous ces confinements, on a eu tous ces impacts-là. On a parlé tout à l'heure du télétravail qui a été pris en accéléré de manière très très forte. On voit qu'aujourd'hui, on a du mal à revenir en arrière. Moi, j'ai le souvenir d'une déclaration, d'une sortie médiatique, je crois que c'était le patron de L'Oréal à Davos il y a quelques années, qui disait que le télétravail dans l'entreprise, c'était effectivement très compliqué d'un point de vue collaboration, créativité, etc. Donc on voit que c'est un enjeu aujourd'hui. On est allé plus loin que ce qu'on aurait fait naturellement. Donc de fait, quand tu vas trop vite, à un moment, il faut essayer de rattraper et de revenir en arrière. Et sur ces sujets-là, c'est compliqué. C'est d'autant plus compliqué qu'on a une exigence des salariés sur cet équilibre vie pro, vie perso dont on a parlé déjà tout à l'heure et qui est si important. C'est pas si simple d'avoir un bon équilibre entre le télétravail et la collectivité. On sait qu'on a des générations aussi qui veulent aussi du lien social. Faut pas non plus être 5 jours en télétravail parce que sinon ça va être l'enfer. Donc j'ai aussi besoin d'avoir du lien social. C'est un sujet qui va jusqu'à la QVT. Hein. C'est de la qualité de vie au travail, c'est du ressenti, c'est l'équilibre personnel, c'est la quête de sens dont on a parlé aussi, qui est intergénérationnel, mais pas que. Donc cet aspect-là de comment, d'un point de vue RH, j'arrive à gérer effectivement l'occupation de mon bureau, le mode de fonctionnement et mon modèle de présence et d'hybridation, c'est un vrai sujet, je pense. Mais là, ce que tu dis sur le lien social, pour moi, ça fait le lien aussi avec la question juste avant, où on se demandait comment cohabitent les générations dans l'organisation. Je pense qu'aussi la notion de collectif, elle est dans une mutation très profonde, et que la manière dont on faisait collectif avant, en fait, on est obligé de la réinventer à l'aune de tout ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, effectivement, comment est-ce qu'on travaille ensemble et comment est-ce qu'on trouve sa place dans ce collectif d'hyper-individualisation et en même temps, ce besoin cruel de se sentir faire partie d'une mission commune avec une équipe, quoi. C'est d'autant plus important, effectivement, on l'a dit, hein, c'est le besoin de sens, c'est le besoin effectivement de savoir pourquoi je viens travailler. Je viens pas travailler que pour avoir un salaire, je viens travailler parce que je veux produire quelque chose, je veux une quête de sens par rapport à ça. Donc comment je m'intègre dans un collectif? C'est intergénérationnel, mais c'est aussi même au sein d'une même génération. Hein. C'est effectivement parce qu'effectivement, moi je suis plutôt de telle génération, j'ai besoin effectivement d'avoir un lien avec toutes les générations dans l'entreprise. Donc c'est un vrai enjeu et c'est vraiment quelque chose
chose d'important pour pouvoir avoir ces dimensions aussi d'intelligence collective que tu perds si effectivement tu es à 100% en télétravail ou à 80% en télétravail et que tu es seul chez toi, même si tu fais du Zoom, même si tu fais de la visio, tu as tout l'aspect aussi informel que tu perds, qui est super important. On sait qu'effectivement, on a les échanges, on a le café, on a toutes ces discussions-là qui sont aussi très, très importantes, où tu apprends des choses, où tu discutes, où tu fais des rencontres. Voilà, il y a la vie réelle, effectivement, dans l'entreprise qui doit aussi avoir une place importante. Et puis, comme tu m'as donné 3 tendances... Ouais, j'allais te lancer sur la dernière. Tu m'as demandé 3 tendances. En 3e, j'ai repris le climat politique. Parce qu'effectivement, il est super important, parce qu'on en a parlé entre le ralentissement économique, les campagnes électorales qui vont arriver, qui vont avoir un impact dense. C'est encore plus dense parce que dans l'enjeu politique, on sait qu'en plus, ce qui va sortir de 2027 sera inédit. On sait qu'effectivement, on n'aura pas ce qu'on a connu jusque-là, quel que soit le modèle ou quel que soit... Voilà. A priori, on sort complètement, quand tu regardes un petit peu ce qu'il y a eu dans le passé d'un point de vue politique, donc on aura cette complication-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un point de vue RH et économique, les entreprises vont naviguer un petit peu à vue pendant 12-15 mois, avant effectivement d'avoir un peu plus de visibilité, peut-être au lendemain des élections, ou de rentrer à nouveau dans un cycle incertain. Mais en tout cas, je pense que le climat-là, c'est une vraie tendance de fond, en tout cas une vraie tendance conjoncturelle de 2026. J'enchaîne avec une question qui est directement liée. 2025 a été l'année où, évidemment, j'ai entendu le plus d'inquiétudes autour de ce contexte du marché de l'emploi. Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ressentent cette inquiétude, qui se demandent bien quelles vont être les prochaines étapes de leur carrière, qu'elles soient en emploi ou non, et qui démarrent cette année et qui écoutent notre épisode, qui... montre certains signaux intéressants pour rétablir plus de stabilité, mais en même temps, comme tu le dis, on est dans ce contexte de polycrise et donc on ne peut pas promettre le fait que tout se stabilise. Qu'est-ce qu'on conseille aux gens qui sont dans cette période de grand stress et d'inquiétude ? Moi, je conseille 2 choses. Mon discours, c'est 2 choses. C'est d'abord d'avoir effectivement un discours d'honnêteté, de franchise, effectivement, et d'être dans un discours de vérité par rapport à la situation actuelle, sur les freins, sur les risques, les opportunités aussi, et ces aspects-là. Et la deuxième chose, c'est leur dire qu'on a besoin d'eux dans ce contexte-là, justement. Encore plus, peut-être, effectivement, en se disant, il faut effectivement pouvoir amener quelque chose de compétent, avoir effectivement une ressource qui vient donner du dynamisme à ce contexte-là pour un peu bouger les choses. Maintenant, t'as raison, l'inquiétude, elle est légitime dans cette incertitude-là, dans ce contexte-là. On en a parlé un petit peu d'agilité pour les entreprises dans ce contexte-là. C'est valable aussi pour les talents, pour les salariés. Il faut aussi avoir une posture proactive et agile. Il faut savoir aussi rebondir. Il faut savoir aussi ne pas attendre une opportunité qui va peut-être pas arriver parce que je suis dans une filière qui devient compliquée, soit qui est structurellement un petit peu appelée à évoluer, voire à disparaître, ou conjoncturellement avec des tendances compliquées. Donc, il faut développer sa mobilité, sa polyvalence. Je pense que c'est important. Ensuite, je pense qu'il faut... Il y a un conseil qui est l'idée de renforcer ses compétences et son employabilité, sans forcément développer quelque chose comment dire. Faut savoir développer en fait des compétences complémentaires et différenciantes. Tu vois, on parlait évidemment de l'IA tout à l'heure. Voilà, on en a parlé, mais c'est évident, c'est un train à prendre. Et moi, le conseil, c'est de ne le rater pas, encore une fois. Les métiers évoluent, l'intégration, elle va être présente. C'est quelque chose, effectivement, qui est aujourd'hui une phase d'intégration. On n'a pas encore les gains de productivité attendus, mais voilà... Il faut effectivement, typiquement, c'est un vrai exemple très concret. Il faut effectivement prendre ce train pour pas rater, pas être en décalage par rapport après. Donc, faut être agile, faut savoir s'adapter, il faut savoir rebondir et utiliser effectivement les tendances d'aujourd'hui pour pouvoir répondre aux enjeux de demain. Et on aura besoin de ces compétences-là. Sur l'employabilité, je voudrais faire le lien avec une notion que tu disais tout à l'heure, c'est celle du cycle fou dans lequel on est. Il y a quelques semaines, je recevais à mon micro le directeur des talent acquisition et de la marque employeur de chez Ikea, qui disait, on parlait justement un petit peu d'employabilité aussi, et lui, il parlait des mad skills. Et c'est la première fois que quelqu'un me parlait de ça, de ces compétences qui peuvent paraître un peu à côté de la plaque ou alors qui rentrent pas dans une job description classique. Et dans ce que tu dis, c'est un peu ça qu'on entend aussi, c'est-à-dire qu'en fait, il faut être curieux et développer aussi peut-être des axes dans son employabilité qui sont pas d'une évidence limpide, mais qui en fait derrière peuvent amener un plus à un profil et qui sera à l'intersection d'un besoin d'entreprise hyper singulier. Ouais, c'est ça. C'est toute l'expertise du recrutement par nature. C'est effectivement savoir identifier
Sur le modèle classique, c'est effectivement, je réponds au moins aux compétences techniques primordiales et structurantes du poste. Après, effectivement, je sais ce que je peux apporter dans mon comportement, dans mon savoir-être, c'est ce qu'on appelait les soft skills. Et puis, effectivement, qu'est-ce que je peux apporter aussi de différenciant? Ça va être quoi ma richesse supplémentaire? Ça peut être effectivement ces aspects-là. Donc, ouais, c'est des vrais trucs en plus et c'est important de savoir les lire quand on embauche quelqu'un et d'avoir conscience de ce qu'on apporte à l'entreprise. Très intéressant. Et je voudrais te poser une dernière question. Dans ce moment singulier où on entend de tout, sourcé, pas sourcé, où on sait que la qualité de l'information, elle est primordiale pour faire pour prendre de bonnes décisions et pouvoir avoir une information de qualité. Qu'est-ce qu'on consulte comme source fiable pour mieux comprendre le marché du travail là, cette année 2026? Alors moi, j'ai une pratique que je conseille aussi et dont je m'en sers très souvent, c'est que je dirais qu'en fait, c'est essentiel de combiner plusieurs sources fiables et complémentaires. Que d'une certaine manière, la multiplicité des sources fait un peu la cohérence et la certitude de ce que tu dis. Non pas que c'est intéressant de voir un truc qui va ressortir, une tendance qui va apparaître quelque part, mais effectivement, c'est intéressant de croiser pas mal de sources statistiques différentes, des sources officielles, des analyses sectorielles, des tendances. Il y a beaucoup de production, encore une fois, sur ces aspects-là. Faut savoir un peu, effectivement, un peu comprendre et voir la complémentarité des choses. On publie beaucoup de choses sur le site de Manpower Group, encore une fois, sur des tendances, des sujets de fond, des perspectives intéressantes, des baromètres sur l'emploi, voilà, des choses qui effectivement sont très concrètes et à la fois des sujets de fond à moyen terme. Donc c'est important. Et puis en France, tu as raison, hein, si on liste un petit peu les choses, on a tendance, on a la chance d'avoir de nombreux instituts, je pense publics ou privés, qui sont plutôt de qualité, avec de la matière effectivement plutôt aboutie. C'est un peu ouverte aussi, hein, je pense à l'open data ou des choses comme ça, même des données INSEE qui sont accessibles assez facilement, qui publient des indicateurs sur des études, de conjoncture sectorielle. Il y a beaucoup de publications comme ça. Et puis, de ne pas hésiter à suivre des comptes LinkedIn intéressants, etc., sur des publications, sur des économistes, et puis pourquoi pas le mien. Génial, je le mettrai bien évidemment en description de cet épisode et les ressources que vous proposez sur Manpower Group et plus spécifiquement le Market Lab et puis ton LinkedIn pour suivre tout ce que tu peux partager sur ces sujets. On en arrive à ma dernière question, Rénal, qui est ma question signature. C'est si tu pouvais constituer ton board de rêve composé de 3 personnalités pour te conseiller et t'épauler tout au long de ta carrière, qui est-ce que tu mettrais dedans? J'adore la question, hein. Je trouve qu'elle est géniale. J'ai même réécouté tes anciens podcasts, certains juste pour aller sur la fin, pour comprendre et pas avoir effectivement l'info. Je trouve que c'est super intéressant. Alors, 3 personnes, là aussi, on pourrait en avoir plein, mais j'en ai 3 que je trouve assez complémentaires. En premier, je dirais Xavier Niel. Par rapport à ce qu'il apporte, par rapport à son parcours hors norme, qui a à la fois un esprit fou et inspirant, à la fois oser l'innovation sur le fond et sur la forme, d'apporter une vision très technique, mais en même temps une réflexion, une vision sur des modèles, sur un mode d'emploi, une vision un peu inédite, un peu riche. Voilà, je trouve qu'il y a une richesse folle dans son parcours quand tu regardes un petit peu la façon dont les choses ont été développées. Donc ça, c'est une première personne que je trouve effectivement très complémentaire, enfin très contributrice et qui peut apporter beaucoup sur cette vision-là. En deuxième personne, je dirais Marie Curie. Alors, parce qu'elle est pionnière, parce que c'est un modèle de résilience, d'abnégation, d'intégrité. Et je trouve qu'effectivement, moi, dans mon job de maîtrise de l'environnement, de la connaissance marché, de la conjoncture économique, il y a plein de relations par rapport à ça, sur la méthodologie, sur la vision à long terme, sur la persévérance, sur la préciosité, effectivement, de tout ce que ça peut apporter, avoir des compétences, la responsabilité, le progrès humain, etc. Voilà. Donc, je trouve qu'il y a une compétence complémentaire qui est super intéressante. Et puis, en troisième, on se refait pas, hein, je dirais Paul McCartney. Parce que je trouve qu'il est complémentaire, parce qu'on prendrait 2 guitares et qu'on s'amuserait bien, parce que c'est un modèle, plus sérieusement, c'est un modèle de création et de créativité que je trouve dingue, en sachant se renouveler en plus. C'est aussi une maîtrise du collectif, à savoir à travers un groupe ou à travers effectivement une carrière seule ou différents groupes et différents moments de sa vie. C'est la capacité aussi à rebondir, à rester pertinent dans une industrie qui a souffert, l'industrie de la musique. Je ne sais pas si c'est une analogie avec le marché de l'emploi, mais c'est des industries effectivement qui ont évolué et qui ont eu des chamboulements assez importants. Donc voilà. Donc, Xavier Niel, Marie Curie, McCartney, l'idée c'est d'avoir l'innovation et l'ouverture, la résilience et la persévérance, et la créativité, la collaboration. Et je trouve que c'est une richesse qui est pas mal. Génial, merveilleux ce board.
Super. Reynald, un très très grand merci pour tous tes partages à mon micro. Je suis certaine que ça résonnera auprès de mes auditeurs et de mes auditrices et puis surtout que ça les éclairera sur ce qui va advenir cette année et puis rassurer aussi dans la posture à avoir sans langue de bois mais aussi avec une part de responsabilité chacune pour trouver sa juste place cette année à venir. Donc merci beaucoup et à bientôt. Merci Léa, merci à toi, merci à tous. L'épisode avec Reynald Signolet touche à sa fin. Encore merci à lui pour tous ses partages. J'espère que cet épisode vous a aidé à y voir plus clair également. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. On a toutes et tous besoin de clarté pour naviguer cette période challengeante. Vous trouverez en description de l'épisode les ressources évoquées pendant notre échange, ainsi que les travaux du Market Lab de Manpower Group pour aller plus loin. Merci d'avoir écouté ce premier épisode du Tilt de l'année 2026. J'ai plein de beaux sujets à venir pour vous cette année, alors abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve très vite pour continuer à décrypter ensemble les transformations du travail et des carrières. À bientôt!